Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Le Cheikh Abbasi Madani a été rappelé à Dieu. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Rabbi yarhamou inshallah. Il avait 88 ans et il est mort en terre d'exil. Il est né à Sidi Uqba, dans la wilaya de Biskra, en 1931. Issu d'une famille très conservatrice, son père était imam. Marié à une Algérienne de la région de Boussaada, il avait 6 enfants. Très jeune, et comme tous les enfants algériens de cette époque, il entra très tôt dans une école coranique. Puis, il suivit des cours secondaires que dispensaient des établissements de l'association des ulama algériens. Il adhère très jeune au PPA-MTLD et rejoint la révolution algérienne dès le 1er novembre 1954. Il a été arrêté le 17 novembre 1954 parce qu'il faisait partie du commando qui avait attaqué Radio Alger. Condamné à une lourde peine de prison, il ne quitta celle-ci qu'à l'indépendance du pays. Il milita tout naturellement dans le parti FLN jusqu'en 1974. Dès sa libération de prison en 1962, il avait entrepris de faire des études supérieures en philosophie et en psychologie de l'éducation à l'université d'Alger. Dans sa thèse, il prône l'utilité d'un système éducatif fondé sur des valeurs musulmanes. En 1963, il créa une association Al-Qiyam al-Islamiyya qui sera par la suite interdite par Boumediene en 1970. Il est professeur de sociologie à la faculté des sciences humaines de Bouzaréa, puis part à Londres entre 1975 et 1978 pour préparer une thèse de doctorat. Il revient en Algérie pour y enseigner à l'université d'Alger. Très proche des milieux islamistes, il entreprit de militer pour le triomphe de ses convictions. En 1982, il publie une plateforme où il appelle un ancrage plus prononcé de certaines valeurs de l'islam. Il est tout aussitôt arrêté et subira une peine de prison de près de 2 années. Le 18 février 1989, Abbasi Madani et les autres membres fondateurs, dont Ali Ben Haj, annoncent la création d'un parti politique dénommé Front islamique du Salut. En juin 1990, le fils remporte massivement les élections locales et se retrouve à la tête de la majorité des communes d'Algérie. En 1991, le fils remporte massivement les élections législatives dès le premier tour. Mais le régime interrompt le processus électoral et provoque une situation qui se soldera par une véritable tragédie. 200 000 morts, 20 000 disparus forcés, la torture instituée en règle systématique d'interrogatoire et de terreur, 1 million d'Algériens déplacés, sans compter d'immenses dommages matériels. Abbasi Madani demande au peuple algérien de défendre sa volonté par une désobéissance civile. Il est condamné à 12 ans de prison. 7 ans plus tard, il est relâché mais placé en résidence surveillée pour être de nouveau incarcéré jusqu'en 2003. Il est autorisé à quitter le pays. Il se réfugie en Arabie Saoudite, puis au Qatar, où il put mener un temps soit peu une vie familiale tranquille au milieu de ses enfants et de sa famille, jusqu'à ce que survienne l'inéluctable. Rabbi yarhamou. Avec nous, pour en parler aujourd'hui, j'ai ici sur le plateau Brahim Younsi. Merci d'être avec nous, Brahim Younsi. Merci de m'avoir invité. Nazim Taleb, merci d'être avec nous, Nazim Taleb. Merci pour l'invitation. Mon ami Arav, marhaba bik, Arav Oujrak Chouia, ça va bien? Ça va, Jamal, je te remercie pour l'invitation. Alors, nous allons commencer par Arav Hazi. Alors, donc voilà, et puis nous allons recevoir quelques appels téléphoniques de nos amis, nos habituels invités qui pourraient dire des mots. Donc voilà, Abbasi Madani est décédé.
D'abord, d'emblée, je vais présenter mes condoléances à toute sa famille et à toute sa famille politique et à toute sa famille, en particulier Oussama, que je connais très très bien. Son fils, Oussama. Effectivement, Abbassi Madani, c'est un moudjahid. C'était un moudjahid et c'est quelqu'un qui l'a prouvé durant la guerre de libération. Abbassi Madani est l'un des hommes, quand même si je ne partage pas son idéologie politique, je ne partage pas son orientation politique, mais c'est un grand homme politique que l'Algérie vient de perdre. Il reste une chose, la responsabilité du fils et celle de l'État, celle des généraux par rapport à ce que tu viens de citer, Jamal, les 1 million de déplacés et 250 000 morts. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y avait réellement une concorde civile, s'il y avait réellement une loi, on aurait su qui tuait qui. Absolument. À cette époque-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, certains nous disent que c'était la responsabilité entière du fils. D'autres nous disent que les généraux ont eu leur part de responsabilité. Aujourd'hui, le peuple algérien est devant une question. On ne sait pas en réalité qui a tué qui. Nous savons une seule chose. C'est qu'il faut préciser quelque chose, je vous rends la parole. C'est que les chefs du fils, dont Abbassi Madani, Rabbi Rahmou, Ali Belhaj et les autres, ont demandé à ce qu'il y ait une enquête indépendante et ont demandé à passer en justice pour répondre à toutes les questions, à la seule condition qu'il y ait une enquête indépendante et que les généraux putschistes soient l'objet d'une enquête. Et les généraux ont dit non. C'est ce que je vous dis, Jamal. Donc il faut le préciser, ça, pour mettre les choses... Exactement. Aujourd'hui, il y a une responsabilité partagée, en quelque sorte, entre le fils et les généraux. S'il y avait réellement une enquête indépendante, s'il y avait réellement une justice indépendante en Algérie, aujourd'hui, on aurait su quand même... Mais pour le moment, on ne peut pas dire que c'est une responsabilité partagée. On ne peut pas le dire, puisqu'il n'y a pas eu d'enquête. Appelé à l'insurrection. Oui. Ce qui s'est passé à Alger après les élections législatives, je crois qu'il y a une responsabilité d'un parti politique. La désobéissance civile, c'est une insurrection ? Oui. Et aujourd'hui, le Hirak dans la rue. Non, aujourd'hui, le Hirak. C'était pas la même chose. C'était pas du tout la même chose. Mais ils ont appelé. C'était pas la même conjoncture. Il y avait un coup d'État, je suis sûr. Il y avait un coup d'État qui a été organisé, orchestré par les généraux qui n'ont jamais fait la guerre de libération, mais ils ont fait une guerre contre le peuple. Il y avait un coup d'État contre les élections, et il y avait un coup d'État contre un processus électoral qu'eux-mêmes, et pourtant c'était eux qui ont tout organisé. Donc il y avait un coup d'État, certes, mais il y avait un homme qui a appelé à la prudence, c'était Aït Ahmed. Il leur a dit faites attention, j'entends le bruit des bottes. Et c'était là où est engagé, où il y a eu la responsabilité des responsables du fils. Nazim Taleb. Là, je crois que le sujet, c'est le défunt Abbassi Madani. Encore une fois, je présente toutes mes condoléances à sa famille. Rabbi Rahmou, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est vrai que... Alors, peut-être qu'il faut que je vérifie mes informations, mais je crois qu'il y a une période où, quand il a avant de rejoindre le FLN, il a rejoint l'OS. Il était un membre actif de l'organisation spéciale. En tout cas, il était d'abord au PPA, MTLD. Non, mais l'OS, c'était une membrane du PPA, MTLD. Oui, après, en effet, il a rejoint l'OS. Voilà. Donc, il a rejoint l'OS. Non, c'était juste pour un fait historique, c'est tout. Donc, effectivement, c'est parmi les premiers qui ont rejoint le maquis. Ça, c'est une réalité. Parmi les premiers qui ont été arrêtés, il n'a pas eu, pour lui, peut-être le plaisir de combattre auprès de ses compatriotes, puisqu'il a été arrêté dès les premiers jours. Il a passé pratiquement toute la période de la Révolution en prison. Mais je dirais aussi qu'il a passé plus de temps en prison sous les Algériens, en tout cas les Algériens, sous ce régime maléfique, encore une fois dirigé par les militaires, que sous la période française. Oui. Il a passé pratiquement 12 ans, dont 7 en prison, 5 ans en résidence surveillée, 2 ans en 82. Donc il a passé 14 ans sous ce régime-là, en prison, plus qu'il l'a passé sous les Français. Maintenant, moi je voudrais quand même éviter la polémique, mais
Parler de responsabilité, c'est quand même un mot un peu, pas difficile, mais il faut recontextualiser les choses. Moi, je me rappelle toujours de ce fameux débat où le journaliste a posé la question à Mandela sur le Fatah quand il utilisait la violence. Encore une fois, nous, au mouvement Rached, on refuse toute violence, on est un mouvement non violent. Mais il ne faut jamais quand même oublier qu'en 91, quand il y avait la grève, ils ont mitraillé des gens pendant qu'ils dormaient. Oui, en effet. Des commandos. Quand il y a eu le coup d'État, les gens n'avaient même pas le temps de se mettre en habit, en pyjama, ils les ont enlevés. Des docteurs, des ingénieurs, etc. Donc la première des violences, et ça il ne faut jamais l'oublier, ça a été exercé par l'État. C'était les militaires, Moi, les je généraux. préfère que vous disiez par le régime. Oui, par le régime. C'est vrai, c'est vrai, c'est une meilleure expression. C'est le régime, c'est les généraux qui ont décidé que la voix du peuple ne comptait pour rien du tout. Absolument. Que ces gens-là, on va les mettre au Sahara, bien sûr dans des conditions atroces, sans parler bien sûr des risques du cancer, suite, bien sûr, parce qu'on sait que Rgan, etc., c'était des zones contaminées par les essais nucléaires français. Donc il y avait une intention également de les tuer, non seulement sur le moment, mais aussi sur le long terme. Donc c'était vraiment abject. Donc c'est pour ça que quand on parle de responsabilité, pour moi, il faut recontextualiser l'histoire algérienne. Pour résumer, Mahmakan, Abbasi Madani, c'est un homme qui fait partie, qui a marqué de son empreinte l'histoire algérienne, ça c'est indéniable. Absolument. Et le jour viendra peut-être où nous parlerons de responsabilité. L'occasion n'est pas vraiment indiquée. Sauf que moi, si j'ai réagi un peu à la déclaration d'Aravazi, c'est parce que je considère que c'est très injuste. Moi-même, personnellement, je n'ai jamais été islamiste. J'ai toujours condamné l'islamisme et je l'ai combattu même. Mais le jour où ils ont interrompu le procès électoral, quand ils les ont privés d'une victoire que le peuple leur a donnée, je les ai défendus. Et quand j'ai vu de mes yeux qui pratiquait la torture, qui enlevait les Algériens de chez eux pour les torturer, les tuer sur le bas-côté des routes, pour les jeter à partir d'hélicoptères dans les maquis, quand j'ai vu comment ils incitaient les islamistes à partir au maquis, ils les incitaient. Quand j'ai vu que l'évasion de Lambez, après avoir infiltré les gens et pour faire sortir les gens, les envoyer au maquis, quand j'ai vu tellement de choses. Moi, je ne bois pas depuis mon oreille qui mène. Moi, j'ai constaté, j'ai observé, et donc je ressens comme une injustice le fait que des gens assènent comme ça des choses toutes livrées en kit. Excusez-moi, M. Benchelouf, juste pour terminer, parce que j'ai donné l'exemple de Mandela, mais je n'ai pas terminé. Oui. Et donc le journaliste lui posait la question, mais Fatah, ils utilisent des armes. Il a dit la victime utilise les moyens de l'oppresseur. Oui. Donc Israël utilisait des armes, donc il ne faut pas quand même s'attendre à ce que Fatah va utiliser qui vous bombarde avec des roses. Donc c'est pour ça, malheureusement, la première des violences a été faite par le régime, d'accord ? Et forcément, il y a eu une réponse. Après, effectivement, il a raison. Il faut une enquête indépendante. Absolument, pour délimiter les responsabilités. Savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est important. L'histoire algérienne, malheureusement, nous, les Algériens, on ne la connaît pas. Même la période 54-62, on ne la connaît pas. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, sur Facebook, quelqu'un m'a dit, moi, je n'ai jamais entendu Abbasi Madani appeler à la violence. Il a appelé à la désobéissance civile, ce que vous appelez insurrection. Il a appelé à la désobéissance civile pour défendre le choix du peuple. Djamel dit, le FIS est un parti politique, est un front qui a été traversé par plusieurs courants. Oui, je n'en dis qu'on vient par plusieurs courants. Parmi les courants les plus radicalistes. Les AIS, GIA, c'est qui? C'est qui? Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis sincèrement, j'aurais aimé... nous allons donner la parole. J'aurais aimé qu'il y ait cette... Par exemple, l'Afrique du Sud, quand il y avait une guerre, la Tunisie, c'est la même chose. Vérité et justice pour qu'on sache ce qui s'est passé. Vérité et justice. Absolument. Comme ça, nous allons situer les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'armée d'un côté, il y a les généraux d'un côté. Parce que quand on voit... Moi, j'ai vécu à Bentalha. Je n'étais pas à Bentalha, on était à Alger. On a vu ce qui s'est passé à Bentalha. Qui a tué à Bentalha? Qui a tué à Rilizane? Qui a fait la bombe, qui a posé la bombe de l'aéroport d'Alger? Vous voyez? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire qui a fait tout ça? Il y a des officiers, il y a des officiers de l'armée, du DRS, dont Samraoui, le très honnête, le très loyal Samraoui, qu'eux appellent le félon, qui a écrit un livre chronique des années 200, où il décrit ce genre
Pas que lui, il y a d'autres, Chouchen, Souaidia, il y en a beaucoup qui décrivent très bien comment on a massacré à Bentalha, comment on a massacré à Ramka. Il y a un général qui était opérationnel, Ben Hadid, qui a dit l'émir de Jia Ben Shia était sous les ordres du général de la 2e région militaire. Moi, il y a l'affaire Zenjabil, le baron du Kif, qui est allé à Blida se rendre au tribunal militaire et qui a dit « Je viens de me rendre dans le cadre de la, comment on dit, concorde civile ». Il dit « Mais vous êtes recherché pour drogue, pour travail de drogue, vous n'êtes pas un émir, vous ». Il a dit « Non, moi je suis un terroriste. Moi je finançais le terrorisme avec l'argent de la drogue sous les ordres du général Kamal Abdelrahman ». C'est une déclaration qu'il a faite. Il n'y a pas que ça, il y a tellement de choses. Mais, Brahim, si vous me permettez. Oui, je vous en prie. Moi, c'est juste une parenthèse, parce que je ne veux pas ouvrir ce dossier. Oui, en effet. Ce n'est pas la circonstance. Y compris par rapport à notre ami arabe. Je ne veux pas ouvrir ce dossier-là, donc je vais pas en parler. C'est juste un témoignage. D'accord. Oui. C'est celui de Khanzar lui-même, qui est poursuivi pour crime de guerre en Suisse. Il a dit la chose suivante. J'ai toutes les minutes. Oui. Qu'il n'y avait pas de guerre, parce qu'en face, nous n'avions personne. Il n'y avait pas d'armée. Oui. Des gens étaient en guenilles, qui n'avaient pas d'armes. Oui. Donc il n'y avait pas de guerre, je ne suis pas un criminel de guerre. Et je ferme la parenthèse. C'est dire beaucoup de choses. Je vais juste prendre ça et je vous rends la parole, parce que c'est trop important, je ne peux pas laisser passer. Quand Nazar dit, en face, il n'y avait pas d'armée, donc il n'y avait pas de guerre. Les gens en guenilles, mangés par leur poux, qui crevaient de faim, qui squattaient l'habitant pour le forcer à les nourrir. Des gens comme ça en guenilles, avec des armes de fortune, mangés par leur poux, ne peuvent pas tuer 200 000 personnes. C'est ce que je voulais dire. Seule une armée peut assassiner 200 000 personnes. De toutes les façons, c'est Jamal, de toutes les façons. À supposer que ce ne soit pas cette armée. Oui. Mais cette armée est coupable de non-assistance à peuple en danger. Oui. Une armée qui ne protège pas son peuple. Oui. C'est extrêmement grave à supposer que des groupes, écumer le pays pour tuer des centaines de milliers de gens. À ce point. Et qui enlevait les 20 000 personnes des centres-villes? Est-ce que les terroristes peuvent enlever des gens à bord de véhicules, d'uniformes de police? Et la torture systématisée, etc. Ce n'est pas... Bon, moi je reviens aux défunts. Absolument. Que Dieu ait son âme. Oui. Moi je l'ai connu. Je l'ai relativement bien connu. D'accord. Mais ce que je vais dire d'avant, c'est que Abbasi Madani est parti, le cœur un peu léger. Je pense. Pourquoi? Parce qu'il a vécu les derniers moments de cette révolution. Mais cette révolution, ce n'est pas en termes de soulèvement seulement, parce qu'il a vu l'unité nationale se reconstituer. Vous parlez de ce qui se passe en ce moment. Absolument, absolument. Et cette unité nationale pour laquelle il a combattu en 1954, il a milité, il a fait ce qu'il a fait pour l'union et l'unité de la nation, pour l'émergence de la nation algérienne. Oui. Je pense qu'il est parti un peu le cœur léger pour voir l'unité nationale se refaire. Mais je sais qu'il est parti, et je pense qu'il est parti aussi triste, parce que la vérité, justement, la vérité sur ces années de sang n'est pas été faite. Ouais. Ouais. Comme nous voudrions voir la vérité jaillir. Mais comment faire, et nous revenons à l'homme, comment faire, Brahim Younsi, pour que justement vérité et justice soient faites? Parce que nous ne pouvons pas comme ça. Moi, je voyais tout à l'heure sur Facebook des jeunes qui n'ont pas connu cette période, qui n'ont pas connu Abbasi Madani, mais qui ont été tellement conditionnés qu'ils sont en train de se défouler sur une personne qui vient de décéder et de dire des choses horribles alors qu'ils ne connaissent même pas le personnage. Ils ne savent pas ce qu'ont été ses convictions. Par exemple, j'ai vu quelqu'un qui disait c'est un homme qui est marié à une Allemande. Et un autre de lui rétorquer non, il est marié à des Hurriyettes. Alors que Abbasi Madani a été marié à une seule femme,
qui n'est pas une Allemande, c'est une dame de Boussaada, d'une famille connue. Et la famille de son épouse et la sienne sont des familles conservatrices, très attachées aux valeurs de l'islam depuis son plus jeune âge. Et lui est resté très attaché à ces valeurs. Et je vous dis, je l'ai connu. Oui. J'avais en 1967 ou 68, je ne me souviens pas. Mon frère était un de ses compagnons, mon frère aîné, oui, dans le Qayyim al-Islamiyya. Rabbi Rahmou, votre frère qui fait partie des disparus. Non, plus jeune, c'est mon frère aîné. Ah, celui qui est disparu, il était plus jeune que moi. C'est notre Benjamin. D'accord. Qui Rabbi a été Rabbi Rahmou, mais c'est mon frère aîné. D'accord. C'est mon frère aîné qui était dans le Qayyim et qui a... Qayyim al-Islamiyya, la plateforme, le mouvement, l'association, créée par Abbasi Madani. En quelle année? Elle a été créée dès l'indépendance, parce que Ben Bella avait interdit l'association des ulama. Oui. Et le Qayyim al-Islamiyya a été créé dès l'indépendance. D'accord. Qu'est-ce qu'elle prônait? Elle prônait le retour au principe de novembre. C'est-à-dire que la République ou l'État algérien devait se faire dans le cadre des principes de l'islam. D'accord. Et bien entendu, ils ont combattu l'idéologie pour lui qui était laïque et socialiste. Oui. Et le socialisme qui, pour Abbasi, qui a étudié le marxisme, était d'essence marxiste, donc non islamique. Oui. Voilà. La question était idéologique, mais pas politique. Et la plateforme pour laquelle il avait été arrêté en 82? C'est en 82, c'est 14 points. Oui. C'est 14 points. Pareil. Du temps de Chadli, hein? C'est du temps de Chadli, c'est en 82. Oui. C'est pareil, c'est pour le retour au principe de l'islam. Et à ce moment-là, il a été incarcéré, arrêté, condamné à 2 ans de prison à peu près. Etc. Mais moi, je me souviens, parce que j'ai eu des réunions avec mon frère aîné, des réunions clandestines, dans les années 66-67. Vous avez dit que Al-Qayyim a été dissoute en 70. Oui. Al-Qayyim a été interdite en 66. Ah, d'accord, d'abord. Interdite en 66 oui. À la suite d'une manifestation gigantesque à Alger, à la suite de la pendaison de Sayyid Qutb. En Égypte. En Égypte. Oui. Alors que Abbasi Madani et tous les... Il y avait déjà un courant islamisant à ce moment-là? Oui, absolument. Il était puissant. Il était puissant. Et Abbasi Madani était entouré par des pontes, à la fois sur le plan universitaire, intellectuel. Par exemple? Par exemple, Cheikh Al-Arbaoui, le professeur Al-Arbaoui, Hashmi Tijani, Cheikh Sultani, Abdelatif Sultani, Cheikh Misbah, Cheikh Sahnoun, etc. Il y avait des professeurs d'université comme Cheikh Al-Arbaoui, un professeur émérite, Cheikh Hashmi Tijani, un professeur émérite, etc., qui étaient dans l'association. Il y en avait d'autres. Et il y avait de jeunes intellectuels, par exemple quelqu'un qui était à la mosquée de Paris, qui est décédé, Allah yarhamou, que j'ai bien connu, qui était horloger rue d'Isly, que j'allais voir souvent. D'ailleurs, je passais par là pour la saluer. Zouber Salhi, qui était mathématicien, qui a terminé ses études à Jussieu. Il y avait plein d'intellectuels à cette époque-là. Et je vois encore, parce que les réunions clandestines auxquelles j'ai participé à Bab el-Oued, pas très loin. Clandestines, hein? Clandestines, parce que je parle de cela de 67, 68, 69, parce que l'association était interdite. Donc les réunions étaient clandestines. Et de quoi vous parliez pendant ces réunions clandestines? Nous parlions et Abbasi Madani était là, je le vois assis chez un réparateur de postes télévision et de postes radio, pas loin du marché de Bab el-Oued, des Trois Horloges. Il faut dire auparavant que la population, une grande partie de la population, et Al-Qayyim avait acquis un établissement à l'époque qui appartenait à Renault et que nous avions transformé en mosquée sur plusieurs étages à Bab el-Oued, rue Duplex. Je crois qu'aujourd'hui elle s'appelle rue Madi, l'Arbi Madi, rue Duplex, une immense mosquée où Abbasi Madani venait quasiment tous les vendredis. Il y a des vendredis où il allait ailleurs, il venait tous les vendredis. Et il y avait Cheikh Misbah, il y avait Cheikh Abdelatif Sultani, il y avait Cheikh Hashmi Tijani, il y avait l'Arbaoui, etc., qui venaient quelquefois ensemble la vision politique de ces personnes? Non, ils étaient toujours contre le système et contre le régime. D'accord. Contre le système et contre le régime. Pour établir une république islamique, c'était déjà dans l'air? Pas forcément. Juste les valeurs islamiques dans...
qu'il voulait intégrer dans la notion de l'État. Bien, évidemment, évidemment. Abbas Madani parlait, il tenait à la charia. Mais la charia, bon, nous en parlions. Oui. Nous en parlions. La question de la charia. Mais la charia, c'est tellement... La charia, c'est pas les gens... Quand ils pensent de charia, pensent c'est le qisas. C'est couper la main, couper ceci, couper cela, etc. Ce n'était pas cela. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le statut personnel porte un certain nombre de choses que le Qayyim revendiquait. C'est-à-dire que les valeurs islamiques défendaient les valeurs islamiques, le Qayyim islamien défendait les valeurs islamiques. Voilà. Nous allons faire intervenir un cadre du fils, Gerfa Badreddine, qui est avec nous. Gerfa Badreddine, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Khouya Djamaldine. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes avec nous en Skype. Donc, Abbasi Madani, Rabbi Rahmou, Toufa, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Badreddine Gerfa? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. رحم الله الشيخ عباس مدني أعظم الله أجرنا وأجر عائلته وأجر كل الجزائريين. اليوم الجزائر تفقد أحد رجالاتها، والذي يؤلمنا أن رجالات الجزائر يموتون خارج بلادهم. مفدي زكريا رحمه الله وهو صاحب هذا النشيد الوطني قسما يموت في تونس. أحد أباء الثورة الجزائرية حسين عيد أحمد رحمه الله يموت في لوزان. عبد الحميد مهري رحمه الله يموت في الجزائر، ولكن كان منفيا سياسيا إن صح التعبير في بلاده، وهو الشيخ عباس مدني يموت في أرض غير أرضه، الجزائر الذي أحبها حتى النخاع، الجزائر الذي ناضل من أجلها ومن أجل تحريرها طول حياته. كان شابا في الكشافة الإسلامية رحمه الله، وكان مناضلا، كان طالبا للعلم، كان مناضلا في الحركة الوطنية في البي بي آ وفي MTLD، كان في المنظمة السرية وهو شاب تحضير الثورة الجزائرية، وكان في الكرويا، وكان من أول مفجري ثورة التحرير الوطني. وأبقاه العدو الغاشم الذي للأسف الشديد أبناء جلدتنا اليوم يخدمونه. بقي في سجن 7 سنوات. بدردين قرفة اليوم أغلبية الشبان تاعنا في الجزائر ما عرفوش هذوك الأحداث هذوك الدامية هذوك تاع التسعينات، أغلبيتهم يعني. كاين اللي في عمره 5 سنين، كاين اللي في عمره 10 سنين، كاين اللي ما زادش. اليوم هما الشبان اللي راهم في الحراك اليوم اللي راهم يتظاهروا وكذا، ولكن أغلبيتهم، وأنا شفتها قبيل في الفيسبوك وتأسفت عنها بزاف، هو أغلبيتهم شربوا من أذنهم، يعتبروا يعرفوا على عباسي مدني حسب ما زرعت فيهم الصحافة تاع النظام ولا لو ديسكور امبيون. يعني هذا كيف انتم ما خليتوش هذا الشباب يعرف عباسي مدني في حقيقته، يعني باش على الأقل اليوم الشبان يعرفوه واش الراجل واش كان مثلا. يا هل ترى كما راهم يقولوا درك في لي ريزو سوسيو عباسي مدني، يا هل ترى هل ندى يوما ما إلى العنف، إلى الحرب، إلى الدم؟ شوف، لعل لي ريزو سوسيو كل واحد واللي سباس تاعو. أخي جمال الدين، أنا هذه الصبيحة ناداني شاب قبل إعلان وفاة الشيخ عباسي مدني، تعرفت عليه في الحراك، تحاورت معه، قال لي فكرك يطابق فكري، ولم أقل له إنني من الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ثم تحاورنا كثيرا وأخذنا أرقام الهاتف. هذه الصبيحة من لطف قدر الله عز وجل عيط لي، قال لي هل تأتي يوم الجمعة إلى ساحة الثورة مع النابة؟ قلت إن شاء الله سنكون هناك. قال لي هل ما زلت ناشطا في الجبهة الإسلامية؟ قلت طبعا هذه قضيتي. قال لي إذن أنا معكم في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. صدقني، فيه كثير من الشباب الجامعيين هم يناضلون في هذا المشروع، ولكن
حقيقة هذا النظام الفاسد الغاشم الذي تعرى اليوم عند هذا الشباب في الحراك خادم فرنسا وخادم المشروع الفرنسي الديغولي، المشروع الاستعماري. بصح سي بدر الدين قرفة، سي بدر الدين، نعم. يعني بلا ما ندخلوا تاع الفيس وهذا الأغلبية تاع الشباب ماذا بهم يدخلوا فيه، لا، على الرجل، على الرجل. لماذا في الوقت وين النظام يعني زرع في الشباب هذا اخبار غلطه، يعني c'est une véritable propagande. Il a distillé sur l'homme et sur son œuvre et sur son parcours de vie une véritable propagande للناس قانعه اليوم. كيف انتم من جهتكم ما نجمتوش يعني توريو الراجل في حقيقته، يعني كما رانا نتعرفوا عليه اليوم؟ لك هذا النظام كاش قلت له مره، قلت لكم ان في لو مومون دور، لو مومون صعاب تاع لا ديكتاتور، كل حمل كونجولي في الفريجيدار تمشي فيها غير لا سورينغ، يعني لا بروباغوند هي اللي تمشي. ولكن هذا الرجل فليعرفوا الشباب، هذا كان داعيا، كان استاذا، كان مجاهدا، كان مفكر. الكتب تاعو لا تجدها في ليريون تاع لي بيبليوتيك اليوم. كان فيزيونير. الكل يعلم ان هذا الرجل تنبأ بالثورات الشعبيه في اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي الجزائر. قال له احد الصحفيين لما نزل في الدوحه لاول مره، قال كان معاه في لقاء، قال له على من تعول يا عباسي مدني؟ الجبهه الاسلاميه تكسرت وضربوها، والشعب الجزائري يعني في حاله احباط تماما. قال له اعول على الشعب، هذا منهجه. قال لاحد الاخوه التونسيين في سنوات مضت، قال لي ألا ترى أن منهاج عباسي مدني هو الذي ينتصر في البلاد العربية، وهذا الحراك هو منهاجه اليوم في إطار الحريات. احنا اليوم أنا شخصيا لا أريد لومبريغادمون، ما نحبش نحكم الشباب أدخل في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ولكن أنا أريد للشباب أن أقولهم تخدم وتعمل وتفكر، لأن احنا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ كحركة جادة، كحركة تريد التغيير في هذه البلاد، لا نريد يكونوا معنا كباش، نحب نريد رجال اللي يفكروا وياخذوا ويردوا وتكون يوافقون ويخالفون. الجزائر تحتاج إلى شبان في مستوى. بارك الله فيك سي بدر الدين، سامحني إذا قطعت الكلام، كاين بزاف الناس تحت الداخل. إبراهيم si vous voulez dire un mot? Oui, ce que je voulais dire, c'est que le parcours de Abbassi Madani parle pour lui. Quand je dis le parcours, l'homme était le fils des ulémas. Était le fils de l'ulema. Son père était, vous l'avez dit, imam. Ouais. C'est-à-dire que sa destination première aurait dû être les ulémas. Or, ce n'est pas vers les ulémas qu'il va. Mais vers la... Il va vers le PPM-TLD. C'est-à-dire que les polarisations qui pouvaient exister, absolument, il y avait quelques-uns, comme l'Arbit Bessi, qui étaient à la fois dans les ulémaïens, des premiers des ulémas, et qui se retrouvaient au PPA, et qui étaient au PPA. Et Abbassi Madani, parce que vous parlez de l'action, moi, quand j'avais l'homme, il avait moins de 40 ans, moi je vous dis, j'en avais 17 ou 18. Il était d'une force intellectuelle extraordinaire. Quand il vous regardait, il vous perçait des yeux, etc. C'est un homme, d'abord, un homme doublé d'action, de réflexion et d'action. Il l'a montré. Toute sa vie a été celle-là, avec une profondeur intellectuelle que j'ai rarement vue chez les intellectuels algériens, chez Abbassi Madani. Alors, nous allons regarder quelques images de lui et parlons de lui-même. Mais mes chers amis, vous pouvez intervenir à chaque fois, prendre la parole. Quelques images. عباسي مدني من مواليد سيدي عقبة سنة 1931، متزوج من زوجة جزائرية من بوسعادة، وعكس الذي تقوله الصحافة التي أرادت إلا أن تجعلها أجنبية. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر فيقول: اختاروا لأبنائكم أخوالا، وقد اخترنا لأبنائنا خير أخوال، وهي ربوع بوسعادة، ربوع العلم والشجاعة والكرم. بالنسبة إلى دراستي. Avec nous, Farhat Mghlaoui, cadre du FIS. Farhat Mghlaoui, merci d'être avec nous pour une courte intervention.
الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله سي فرحات. مرحبا بك. Alors, qu'est-ce que vous... تفضل. تفضل. وي. في هذا الدولة علينا سعنا أن نقول إن Excusez-moi de vous interrompre, on vous entend très mal. Nous allons voir avec la régie si nous pouvons arranger ça. Samir Bellatesh est avec nous. Samir, marhaba bik. Salam alaikum. Alaykoum salam, Samir. Marhaba bik. Voilà, donc c'est au sujet du décès, de la disparition de M. Abbassi Madani. Tfaddal, Samir. Oui, salam alaikum. Salam. Je vous salue sur le plateau et toutes les personnes qui nous écoutent. En fait, oui, nous avons eu la triste nouvelle tout à l'heure du décès de M. Abbassi Madani. C'est une triste nouvelle et c'est vrai que des fois, moi j'ai vu sur certains commentaires et tout des mots méchants. Et franchement, moi, ça m'a touché. À la fois, c'est une triste nouvelle pour sa famille, c'est une triste nouvelle, c'est-à-dire, vous me comprenez, à titre humain, il a une famille, il a des enfants. Et puis, c'est une triste nouvelle parce que finalement, c'est ce que je pense, je vous écoutais depuis tout à l'heure, je pense que finalement, et sa personne, et le fils, avec peut-être les responsabilités, les erreurs qu'il aurait eues, hein, mais et le fils, ils ont subi une propagande mais extraordinaire. En 30 ans maintenant, ou là en 25 ans, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a mangé comme propagande. Je pense que c'était une propagande importante. Elle s'est déployée d'une manière machine par hasard. Elle était programmée. Nous avons vu par exemple comment les télévisions françaises avaient couvert les années 90. Nous avons vu aussi comment les médias ou la presse algérienne qui était quand même sous contrôle dans ses lignes éditoriales et les informations qu'ils faisaient passer dans les années 90, comment ils étaient sous contrôle. Du coup, quand on apprend cette triste nouvelle, voilà, ça nous laisse comme ça. Comment faire, Samir, oui. Vous qui êtes un habitué des réseaux sociaux et qui connaissez bien le travail des gens, travail laborieux, j'allais dire, des doubables électroniques, de la propagande. Comment faire pour amener nos jeunes compatriotes à essayer de réfléchir par eux-mêmes, d'aller chercher, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, de ne pas avaler ce qu'on leur insémine? Comment faire? À mon avis, nous sommes dans un moment qui est bien par rapport à ça parce que les jeunes, ils se sont libérés des médias traditionnels et des médias qui étaient sous contrôle d'une toute petite minorité de personnes et tout. Ça y est, maintenant, les grosses propagandes là, elles vont commencer à cesser. Malheureusement, nous sommes en train de traîner, 30 ans d'histoire là, et du coup, on subit ça. Mais les jeunes, ils sont en train de se libérer. J'ai aucun doute sur la lucidité de la jeunesse, ils vont faire la part des choses et tout et tout. Et à l'occasion qui est de Zoubeb, j'ai pas trop le temps, juste je voulais dire, c'est l'occasion parce que Zoubeb, ils vont essayer on le sait nous, qu'ils vont essayer de jouer sur la fracture islamiste, islamiste et tout. On connaît leurs faux arguments et tout. Du coup, c'est l'occasion de dire aux jeunes, faites attention parce que Zoubeb, maintenant, sur Facebook et tout, Zoubeb, il va taper sur ce truc, en fait. Ils vont l'alimenter à fond. Et le but, c'est quoi? C'est le Hirak. Parce qu'ils vont viser le Hirak, ils vont l'affaiblir, le diviser, etc. Et moi, j'appelle les jeunes à faire très attention parce que ceux qui vont alimenter les discussions chaudes ou l'al-fitna, etc., sur la question du fils, de l'islamisme et tout, sachez que les Zoubeb, ils ont un programme derrière, ils vont taper sur ça. Merci. Vigilance. Merci Samir Bellatesh. Maintenant, Farhat Mghlaoui, j'espère que le son est meilleur. Farhat Mghlaoui. Allô? Oui, on vous écoute. Farhat Mghlaoui, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le décès de Abbassi Madani, Rabbi Rahmou? Bon, il y a un problème
Nous allons prendre Dorman Abdelghani. Dorman Abdelghani, s'il vous plaît. Dorman Abdelghani. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, Dorman Abdelghani, ahlan bik. Alors voilà, c'est donc nous attendons. Oui, tfadal, c'est. Voilà, يعني pour commencer بداية نترحم على روح الشيخ الدكتور عباسي مداني. هذا الرجل يعني العظيم. Si je voulais dire, enfin, ونقدم كل تعازينا للعائلة ولمناضلين الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومن ثم إلى كل المتعاطفين مع الجبهة الإسلامية والشعب الجزائري. Si je voulais dire ce que je sais modestement sur le docteur Abbassi Madani, je ne pourrais pas tout cerner en quelques minutes, ça c'est sûr. J'ai commencé à entendre parler ou à lire sur le cheikh, c'était en 1982. J'étais alors étudiant à Alger. Quand j'ai appris que Abbassi Madani il a été arrêté, c'était le mois de novembre, je crois, le mois de novembre 1982, et bon, j'ai su par la suite que c'était à l'occasion de la plateforme que vous avez évoquée tout à l'heure. Donc, on m'a dit qu'il y avait une audience de plus de milliers de personnes, etc. J'ai commencé à comprendre que l'homme était important, et bon, etc., etc. Bon. Donc, j'ai eu le privilège par la suite, 10-15 ans ou là, plus tard, de le croiser à Dran, à Annaba, puisque j'étais parmi le groupe qui a mis la structure du fils. Donc, il y avait Badr-Din Grfa, etc. Donc, j'ai eu le privilège de croiser le cheikh à deux ou trois reprises. C'était à l'occasion, bien sûr, des assises à Annaba et à Drian un peu plus tard. Donc, ce qui m'a marqué en le cheikh, ce sont les rhétoriques philosophiques, les approches dialectiques. Je m'étais demandé comment il avait une réflexion profonde. Pour moi, le cheikh, j'ai peut-être exagéré, c'est l'archétype de la conviction profonde aux idéaux auxquels il a cru et pour lesquels il a mené un combat continu, parsemé bien sûr d'abnégation, de prison, de souffrance, etc. Et ça, je le dis pour les jeunes qui ne connaissent pas et dont vous parliez tout à l'heure, qui sur Facebook, enfin, si je dois résumer tout ça, je dois dire que Abbassi Madani, le docteur Abbassi Madani, rahmatullahi alayh, c'était un homme qui a allié le savoir et la connaissance des sciences humaines et les valeurs avec le combat politique acharné. C'était vraiment un grand homme. Merci. Dont l'Algérie vient de perdre. Merci. Nous allons prendre Hassan Hirsch, puis je reviens à vous, Nazim Taleb. Hassan Hirsch. Allô, oui. Ahlan Hassan, bonjour. Donc vous êtes en Algérie, nous vous avons appelé, invité à vous exprimer sur le décès de Abbassi Madani, Rabbi Rahmou. Oui, d'abord, je vous remercie pour m'avoir appelé. Je suis donc à Youzou en Algérie. Et je voudrais d'abord, en premier lieu, présenter mes condoléances à la famille Abbassi, et particulièrement à son fils Oussama, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, El Maghrebia. Évidemment,
la disparition de Abbassi Madani montre encore une fois que les opposants au régime algérien, malheureusement, finissent leur vie à l'étranger, en exil, ce qui montre bien que la parole de l'opposition n'a pas toujours sa place ici dans le pays. En tout cas, ne l'a pas eu jusque-là. Et c'est justement ce que le mouvement d'insurrection, de résurrection est en train de combattre. Abbassi Madani est une personnalité nationale incontestable, de grande envergure. Il a, évidemment, avec ses propres convictions, cofondé un parti politique dans l'espoir de changer l'Algérie dans le sens, bien évidemment, de ses convictions. Et il est évident qu'il a marqué l'histoire contemporaine de l'Algérie. Il a voulu changer le cours de l'histoire puisque, jeune, il était dans le mouvement national de libération, dans la guerre d'indépendance, arrêté par les forces coloniales. Il a passé de nombreuses années donc, en prison, et à l'indépendance, il a tenté l'expérience FLN, pensant que, une fois l'indépendance acquise, le FLN allait donner la possibilité au peuple algérien d'exercer sa souveraineté. Et constatant que c'était un échec cuisant, il a préféré fonder son propre mouvement et développer ses propres idées. Je dois rappeler que Abbassi Madani, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de le connaître en fin 91. C'était quasiment juste quelques jours ou des petites semaines avant son arrestation, puisqu'il m'avait accordé une interview pour un journal français. Et il m'avait non seulement accordé cette interview, sachant que j'étais un militant du RCD à l'époque, donc il avait accepté la contradiction, et il m'avait emmené chez lui, à la maison, autour d'un thé, que j'ai fait cette interview, et qui est paru dans un journal français mensuel qui s'appelle Entre autres, et dont le texte existe encore aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est un homme de conviction. On peut ne pas être d'accord avec ses idées, on peut même combattre ses idées, mais on ne peut pas ne pas lui reconnaître la conviction de vouloir changer le cours de l'histoire contemporaine de l'Algérie, de sortir de l'unicité de l'Algérie. Et je sais que ces derniers temps, il a insisté dans plusieurs de ses interventions pour dire que la tragédie de 91 et des années qui ont suivi, ce que nous, Algériens, nous appelons la décennie noire, il a mis au défi le pouvoir algérien pour dire qu'il acceptait une enquête internationale pour justement préciser quelles étaient les responsabilités dans les assassinats qu'il y a eu, malheureusement, massivement, puisque chacun sait qu'à la rupture du processus électoral de fin 91, il y a eu 200 000 à 250 000 morts, sans compter des milliers et des milliers de disparus. Et donc, c'est dans une atmosphère totalement d'instabilité qu'il a dû s'exiler après quelques temps de prison. Et c'est à partir de son exil qu'il a eu tout un discours pour dire que la seule solution, c'est qu'il y ait une enquête internationale avec des ONG internationales pour connaître les responsabilités. Merci. Alors, je crois
Juste peut-être un dernier mot, Oui. Monsieur Benchenouf. Oui. Je crois que c'est extrêmement important de signaler que dans 2 ou 3 interventions de Oussama Abbassi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, il a mis en avant la volonté justement de dialoguer avec des forces qui ne sont pas forcément du même point de vue politique. Et il a à plusieurs reprises mentionné le nom de Hossein Aït Ahmed et de Saïd Saadi pour dire que même avec ces personnalités qui sont des personnalités politiques laïques, il était extrêmement important et urgent d'ouvrir le dialogue. Et c'est avec le dialogue que les Algériens peuvent aller de l'avant et sortir de l'impasse. Merci. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse et j'espère que l'armée algérienne, à travers son porte-parole, Gaïd Salah, va avoir une position raisonnable qui nous sortira du système qui a été mis en place depuis 50 ans pour que les Algériens, de tous bords politiques et de toute conviction religieuse, culturelle, spirituelle, puissent se parler et puissent... Merci Hassan. Merci, excusez-moi de vous interrompre. Merci beaucoup Hassan Hairish. Nazim, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais intervenir parce qu'effectivement, il y a eu l'intervention de Samir et de M. Hairish pour dire tout simplement une chose, c'est que ce régime, et d'ailleurs tous les régimes dictatoriaux, veulent toujours trouver un bouc émissaire pour diviser le peuple. Ça a été le cas, par exemple, dans d'autres pays, comme en Amérique latine, sous la dictature, on mettait les gens en prison parce que c'était des communistes, des bolchevistes, etc. C'était le cas en 92 avec les islamistes. Aujourd'hui, il y a une tendance, et on le voit beaucoup avec Doubab électronique que vous avez cité, maintenant c'est les Kabyles qu'on traite de zouaves, etc. Donc on essaye encore une fois de trouver un bouc émissaire à jeter en... On met par exemple Rabrab en prison, mais pourquoi on ne met pas Chakib Khalil? Pourquoi on ne met pas Tleiba? Pourquoi on ne met pas... Il n'y a pas que les Kabyles qui ont été quand même chefs d'entreprise. Il y a quand même des gens qui sont quand même impliqués, qu'ils soient de l'ouest, qu'ils soient au sud, qu'ils soient au centre. Donc on a l'impression que l'État, ou le régime, pardon, les militaires, avec leurs conseillers sûrement, veulent encore une fois diviser les Algériens. Tous les moyens sont bons pour diviser tous les les moyens. Algériens. Donc hier, c'était les islamistes. Aujourd'hui, malheureusement, on a ce discours comme quoi le Gaïd Salah, c'est devenu le baptiste de l'Algérie, c'est le nationaliste, etc. Et contre les zouaves, et ça, c'est très dangereux. Oui. On est algériens, ça, ça doit être notre point commun. On est algériens. Et quand dans vous avez nos différences. Justement, j'allais venir à ça. Quand vous avez dit les gens insultent, etc., il faut qu'on accepte nos différences. Mais faut qu'on accepte nos différences. Pas dans l'invective. Vous pouvez m'apporter la contradiction, pas m'insulter. Exactement. Donc, qu'on accepte, mais par le dialogue, autour d'une table, pas avec cela. Absolument. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ne vais pas donner une caution aux militaires pour les camps de concentration. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas... Surtout, on est vraiment dans un moment délicat. Il faut qu'on reste unis. Ça, c'est très, très important. Malgré nos différences, malgré, même ethniques, Kabyle, on est tous algériens. Ça, c'est, je dirais, la limite qu'il ne faut jamais dépasser. On est algériens et on a l'intelligence. On a l'intelligence de dialoguer, de se comprendre. Et finalement, qu'est-ce qui va? Les urnes. Demain, ça va être les laïcs qui passent, on va respecter ça. Ça va être les marxistes qui passent, on va respecter ça. Les islamistes, on va respecter ça. Mais plus jamais le coup d'État, plus jamais les militaires vont superviser ou interférer dans nos choix d'une société, d'une Algérie future, nouvelle, démocratique, civile, et c'est un État de droit avant tout, bien sûr. Oui. Je crois que il est vrai qu'il y a Abbassi Madani, le Moudjahid, Abbassi Madani, le Moudjahid, c'est celui très jeune déjà. Il avait commencé la rallye, la révolution. Il avait commencé vraiment il a eu cette idée de libérer l'Algérie. Il était là avec tous les Moudjahidines, tous les chouhadas de l'époque. Il y a Abbassi Madani, l'homme politique qui a subi
toutes les injustices de la dictature au pouvoir, qui a subi à son âge un emprisonnement comme de 12 ans, ou je ne sais pas moi de combien. C'est une dictature atroce des généraux au pouvoir. Mais il y a Abbassi Madani, l'homme politique qui a dirigé un grand parti politique. Et ce parti politique, effectivement, et l'ont dit les camarades, a voulu changer la société, a voulu islamiser la société. Il ne faut pas oublier, peut-être qu'il est responsable ou pas, mais il ne faut pas oublier le langage du fils dans les années 90. Je suis désolé, mais je vivais, j'étais syndicaliste, je vivais ces situations-là. À chaque marche du fils, il faisait peur à la société. Et c'est ce qui a fait que le pouvoir, que la dictature au pouvoir, profitait des situations, chaque marche du fils, pour dire « Regardez le fils, il est là. Regardez ce qu'il va faire. Regardez ce qu'il va faire de la société algérienne. » Donc aujourd'hui, il est dommage qu'un grand homme comme ça puisse partir sans rien. J'espère qu'il a laissé, parce que c'est un grand témoin de la décennie noire. Et la décennie noire, c'est pas n'importe quoi. La décennie noire... Lui, il était en prison, il ne pouvait pas témoigner. La décennie noire, il a passé entièrement en prison. Presque entièrement en prison. Entièrement, mais entièrement. Il était le témoin de la décennie noire. Il était là. Il n'était pas prêt. Non, il a été mis en prison avant la violence et il est sorti après la violence. Il n'était pas témoin ni avant. La question ne se pose pas parce qu'il a voulu islamiser. Et alors je dirais, et alors? Non. Il a voulu islamiser, c'est son projet. Et alors, est-ce que ça cautionne un coup d'État militaire? Ça cautionne pas. Donc c'est un projet politique. Les Algériens ont voté pour lui. Vous laissez continuer parce que j'allais dans ce sens-là. Islamiser, le discours du fils dans les années 90, c'était un discours qui faisait peur à la société. Il faut vous rappeler, j'aurais aimé qu'il y ait des déclarations des responsables, pas d'Abbassi Madani, mais de tous les responsables du fils, qui effectivement faisaient peur. Voilà ce que vous serez le jour où nous serons au pouvoir. Et c'est ce qui a fait que les généraux interviennent. Je ne justifie pas, j'étais contre, j'étais FFS. Donc j'étais contre l'arrêt du processus électoral. Exemple, et c'était une dictature. C'était la responsabilité de Chedli, quand il a offert l'Algérie sur un plateau d'argent à des généraux comme Nzar, et qui ont fait une guerre à huis clos. Donc aujourd'hui, nous aurons aimé... Un carnage à huis clos. Exactement, un carnage à huis clos. C'était une guerre contre les civils. Pas une guerre contre toute l'Algérie. Pas une guerre civile, une guerre contre les civils. Je veux juste répondre à Je dirais un peu plus loin, c'était un politicide. Je veux juste répondre à mon ami Araf sur la peur. Oui. Le peuple a voté pour le fils en 91. Ça veut dire que malgré toute la propagande qui avait été faite, et c'est vrai, malgré tout ce langage que certains tenaient, qui faisait peut-être peur à une certaine catégorie de la population, ce qui est vrai, mais néanmoins, quand des élections ont eu lieu, ils les ont gagnées. Ça veut dire qu'une bonne partie de la population n'avait pas peur, ni, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, de l'islamisation, parce que ce n'était pas le projet. Je connais très bien, et je l'ai ici. Ce n'était pas le projet. Le projet n'était pas d'islamiser l'Algérie. Ce n'était pas cela. Un peu, c'est pour revenir à... Excusez-moi, on ne disait pas que la démocratie est haram? Non. Non, écoutez. Non, c'est pas dans le... Non. Écoutez, non, on disait pas ça. Attendez. Non. C'est une catégorie. On a entendu, effectivement, un des chefs. Les choses doivent être claires et dites. On a entendu Ali Belhadj, qui est toujours là, le dire. Les le seul. Et certains le disent. Après Ali Belhadj. Mais Abbassi Madani, par exemple, n'a jamais dit cela. Et la majorité des militants du fils, qui étaient des gens qui vivaient dans la société, avec la société, jamais ils n'ont dit que la démocratie n'était pas le projet. Et Abbassi Madani le dit, et j'ai une interview, la première interview qu'il a donnée à Politique Internationale, à Slimane Zridour, où il parle de démocratie, où il parle de laïcité. Il dit, moi je ne suis pas laïque. Mais je dirais que ce n'est même pas propre à l'Algérie. Vous avez dans des pays occidentaux des gens qui ne croient pas à la démocratie. Ce que je veux dire, pour revenir à l'homme, l'homme était, et je le dis parce que je l'ai connu à une certaine période, l'homme était fondamentalement tolérant. Fondamentalement tolérant. Et c'est quelqu'un qui débattait, qui aimait le débat, qui aimait convaincre. Pourquoi? Parce qu'il avait des convictions.
mais il voulait avoir en face de lui des hommes de conviction. Des hommes de conviction. Mais hélas, il n'a pas eu en face de lui des hommes de conviction. Hélas, je le dis. Oui. Je termine juste là. Et sur le plan social, l'homme vivait dans le peuple et avec le peuple. Je vais vous dire certains de ses compagnons que j'ai connus parce que je me réunissais jeune, clandestinement avec eux. Un homme, par exemple, qui est mort, que Dieu ait son âme, qui était dans le Qiyam, et néanmoins qui connaissait, et quelqu'un qui réfléchissait, c'était quelqu'un qui menait les ânes, pardonnez-moi, le soir, après les réunions clandestines, il allait du côté de Qatar où il y a une écurie pour aller ramasser les ordures à la Casbah d'Alger. C'est-à-dire que c'est des gens tout à fait modestes socialement. Quelqu'un qui lui a installé, d'ailleurs, que je crois qu'il est toujours vivant, qui était électronicien, qui lui a installé la télévision couleur quand elle est arrivée dans les années 70 en Algérie, qui était un électronicien tout modeste. D'autres encore qui étaient des ouvriers. C'est-à-dire qu'ils ne fréquentaient pas seulement les ulémas, les intellectuels, etc. Ils vivaient dans la société. Il était dans... Abbasi Madani était originaire de la Voudier, mais il habitait Belcourt. Il habitait Belcourt. Il était dans le Belcourt, mais il vivait dans Bablouat, que je connaissais très bien parce que c'est ma ville, comme un poisson dans l'eau. Nous allons écouter Mghlaoui Farhat, puis Mourad Dhina. Farhat Mghlaoui. Oui, je vous écoute. Ah, très bien, on vous entend mieux. Alors, تفضل سي فرحات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. Vous voulez... كل شيء نترحم على روح التقليد. Oui, تفضل. عايز أقول ندعو الله عز وجل يتغمده برحمته وفي الفردوس الأعلى. نعزي أنفسنا وعائلته وكل شعب جزائري على فقدان هذا العملاق من أعمال قد كتبت الجزائر. Excusez-moi, Farhat Mghlaoui, on vous entend très très mal. Je suis obligé d'interrompre la conversation. Peut-être que si on pouvait vous rappeler sur un fixe. Avec nous, Mourad Dhina. Mourad Dhina, merci d'être avec nous. Oui, salam alaikum, marhaba bik. Alaikum salam, marhaba bik, Mourad Dhina. Alors, donc voilà, nous sommes en train de parler de la disparition de Cheikh Abbasi Madani, Rabbi Rahmou. Oui, Rabbi Rahmou, c'est effectivement un jour qui est triste, mais bien, qui a kullu nafsin da'iqatul maut. Moi, je ne voudrais pas trop rebondir en ce jour sur les aspects politiques. Je voudrais plutôt faire un petit témoignage d'1 ou 2 minutes sur l'homme que j'ai connu, par son amour de l'Algérie, par sa simplicité, son côté affable, une personne qui avait certainement, dès son très jeune âge, je n'ai pas vécu la période, mais j'en connais les étapes historiques, était un amoureux de son pays. Il a été l'un des premiers à rejoindre la lutte armée le 1er novembre pour la libération de son pays. Il a toujours gardé cet amour très vivace dans une réflexion continue, sérieuse. On ne pouvait pas rencontrer Abbasi Madani sans parler de l'Algérie, de son avenir, de ses rêves, de ce qu'il voulait faire pour ce pays. C'est, comme je l'ai dit, une personne qui a toujours été très simple avec tout le monde. Il ne refusait jamais de parler à qui que ce soit et je suis un peu étonné pour les gens qui essayent de le décrire comme une personne aventureuse ou une personne même à la limite violente. Ce n'est pas du tout la personne que j'ai connue. Abbasi Madani pouvait s'arrêter dans une rue, discuter avec les gens, quel que soit leur statut social, quel que soit leur niveau intellectuel, leur donner du temps, de l'amour, de la compassion, comme je l'ai dit, très affable. C'est vrai, je pense que c'est une personnalité politique de premier plan dans notre pays. C'est une personnalité de la génération de novembre, avec tout ce que ça comporte, ça veut dire sur le plan
du message qu'il voulait véhiculer. C'était un contemporain de Ben Mhidi, Allah Rabbi yarhamou, il était très proche de lui sur le plan, même je dirais, spirituel, révolutionnaire, combattant moraux d'Algérie. C'est cette image que je veux qu'on garde aussi de je dirais oui, sans exagérer, de ce grand homme en Algérie. Hein. Merci. Donc, c'est effectivement un jour triste, mais Rabbi yarhamou, et pour nous musulmans, nous souhaitons, Inch'Allah, qu'il retrouve auprès du Créateur une demeure de paix et d'une vie qu'il aura méritée, qui sera, Inch'Allah, mieux que celle qu'il a vécue sur terre. Merci Mourad, barakallahu fik. Dernier appel téléphonique, Farhat Mghraoui qui est avec nous maintenant. J'espère que le son est meilleur. Oui, je vous écoute, Jamal Din. Là c'est mieux. Là c'est mieux. تفضل سي فرحات مغلاوي. تفضل. ليك الفضل أخويا. Donc ce que je peux vous dire sur l'homme, cet homme a réuni en lui plusieurs qualités. Premièrement, c'est un combattant de la première heure, un moujahid. Il s'est attelé avec ses compagnons à libérer le pays et après la libération du pays, il s'est attelé encore à libérer l'homme, à libérer le peuple algérien du joug de ce pouvoir. Donc il a réuni ces deux qualités. La troisième qualité, c'est un homme de science. C'est un homme de science, c'est un homme qui a œuvré à former des générations, des cadres. Malheureusement, il a passé, c'est-à-dire ses compagnons de lutte l'ont emprisonné pendant 14 ans en Algérie. C'est-à-dire 2 années dans les années 80 et 12 années dans les années 90. En fin de compte, le colonial, ils l'ont emprisonné 14 ans, donc 2 fois plus que ce qu'il a purgé dans les geôles du colonialisme. Abbassi Madani reste un homme sincère, un homme très vif. D'ailleurs, il a toujours dit, et ce qui m'a marqué, il a toujours dit que l'homme politique crée l'événement et l'événement fait l'histoire. C'est un homme qui a fait l'histoire avec ses autres compagnons, avec d'autres hommes, grands hommes de ce qu'a enfanté ce pays. Voilà. Merci Farhat Mghraoui, au plaisir de vous retrouver. Donc, dernier tour de micro, de plateau. C'est vrai que je viens d'y penser. Abbassi Madani, finalement, il a passé 20 ans de prison en Algérie, 7 ans de prison. Oui, 7 ans infligés par le colonialisme et 14 ans infligés par le régime. Ça fait plus de 20 ans, 21 ou 22 ans. Et il a passé combien d'années depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui d'exil ça fait 16 ans. 16 ans. Plus les 3 ans qu'il a passé à Londres à étudier, ça fait 20 ans. Donc il a passé, entre exil et prison, il a passé plus de 40 ans. Comme moi. Voilà. Sauf la prison. Ouais. Sauf la prison. Je dois dire que j'ai trouvé l'intervention de Hassan Hirsch non seulement excellente, oui, mais très positive. Oui, en effet. Extrêmement positive. Hassan Hirsch, qui n'est vraiment pas de son bord. Mais justement, hein? Justement, oui. C'est dire que Abbassi Madani, qui reçoit quelqu'un, qui lui dit « je suis du RCD oui. », qui lui dit « je suis le contraire de ce que vous êtes oui. », il l'emmène chez lui, autour d'un thé, lui, etc. Et Hirsch aussi a été tolérant. Oui. Et oui. Ce n'est pas simplement parce qu'il avait une interview à faire. Oui. C'est parce qu'il voulait débattre avec Abbassi Madani. Et oui. Je suis sûr que c'est ce qu'il a fait. Je n'ai pas lu cet entretien. Oui. Mais c'est-à-dire que son intervention était non seulement de qualité, mais très positive. Oui. Mais pour parler de violence, vous savez, il y a 2 types de violence. Il y a la violence symbolique, dont parle Bourdieu d'ailleurs. Et des violences symboliques, vous, nous, tout le monde, les Algériens, c'est quand je dis vous, c'est sur le plan politique, sur nos différences politiques, qui nous enrichissent. Nous avons tous subi la violence symbolique. Certains diraient depuis 1962, ce qui n'est pas faux. Mais la violence symbolique. Mais nous avons aussi subi
des violences réelles. Des violences réelles. Que ce soit en 1963, où, il faut le dire, le FFS a pris les armes. Et après que cela, et après, c'est-à-dire que c'est la répression qui s'abattait sur les Algériens. La répression. Et il y a diverses formes de répression, pas seulement la répression militaire. Et la répression, c'est le manque de logement. Et on a vu un immeuble s'effondrer qui a fait 5 morts. Ça, c'est de la répression. C'est de la répression, ça participe de la répression. En tout cas, ça participe de l'humiliation qui est aussi une violence symbolique. Quand on interrompt des élections, quand le peuple s'exprime, on interrompt des élections, c'est de la violence. Une violence symbolique terrible. Mais quand la violence s'exerce contre vous, parce que c'est ce qui s'est passé, qu'on le veuille ou non, vous avez autre chose qui s'appelle la contre-violence, parce que vous êtes obligé de vous battre, de vous défendre et de vous battre. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a une violence et une contre-violence. Est-ce que nous pouvons dire aux gens, ne répondez pas à une violence qui s'exerce contre vous, parce qu'il n'y a pas de justice, parce que ceux qui sont en face de vous font la justice, entre guillemets, ou l'injustice, et encore vous condamnent et vous tuent. C'est ça le problème qui s'est passé chez nous. Ibrahim, la violence à l'époque, c'était l'arrêt du processus électoral, c'était une violence contre tout le peuple algérien. C'était clair, tout le peuple algérien. Est-ce qu'on répond à la violence par une même violence? C'est ça. J'ai pas dit. Il y avait excusez-moi, il y avait une dictature au pouvoir. La dictature n'attendait que ça pour arrêter le processus électoral. Il n'attendait qu'un appel. Même en ce moment. Avant l'interruption, il n'y avait pas de violence. Même en ce moment, Gaïd Salah et les généraux de l'armée n'attendent qu'un appel à la désobéissance civile pour justement utiliser la violence. Ils ont commencé même en 92. C'est Nazim, j'allais dire Nazim. C'est Nazim vient de dire une chose. En mai-juin 91, il n'y avait pas de violence, il y avait une désobéissance civile. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe actuellement. La population manifeste de la façon la plus pacifique. Non, c'était une grève, c'était une grève. Voilà. Il y avait une grève, il y avait une grande manifestation à Alger. J'allais dire une occupation d'Alger. Oui, non, mais aujourd'hui aussi, il y a une occupation. Il y a une occupation d'Alger et des autres villes, il y a une occupation. Et je ne dis pas que le pouvoir à l'époque avait raison. Oui, je ne dis pas que les généraux avaient raison. C'est pas ce que je dis. Il y avait un autre moyen de répondre. C'était un moyen politique qui passe. Brahim Younsi, on va le laisser s'exprimer parce qu'il ne reste plus de temps. On a Karim Tabou au bout du fil. Je vais juste là. Les manifestations, je les appelle comme cela, les manifestations ou les rassemblements qui avaient lieu en mai-juin 91 étaient des rassemblements tout à fait pacifiques. Et on a tiré sur les gens. Et il y a eu entre 250 et 300 morts dont on ne parle pas. Des gens désarmés qui dormaient. On a tiré sur des gens, comme vient de dire Si Jamel, qui dormaient. Oui. Et qui n'occupaient pas Alger, qui faisaient une manifestation. Il y a eu une dictature. Cette dictature refusait tout idéal démocratique, c'était clair. Mais aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, même aujourd'hui, les généraux n'attendent que l'appel à la désobéissance civile pour agir, pour faire sortir leurs armées. Ça, c'est clair. Mais en 90, il y avait des appels au calme. Des appels des partis politiques, des appels des personnalités politiques, tels que Mehri, tels que Aït Hamed, au calme. Ils ont même interpellé Aït Hamed. Avant, il a interpellé Hachem El Ayramou, il lui a dit clairement, faites attention, ils n'attendent que ça. Faites attention, ils n'attendent que ça. Maintenant, vous me dites effectivement comme si le fils n'avait aucune responsabilité dans ce qui s'est passé en 90. Qui a armé l'AIS? Qui a armé les GIA? Vous me dites, écoutez, vous me dites. Donc aujourd'hui, oui, on peut se poser la question aujourd'hui. On peut se poser la question. C'est pour ça que je vous dis, la responsabilité est partagée entre les militaires, entre guillemets, les gens qui étaient les extrémistes des fils, et les militaires qui avaient le pouvoir à l'époque. Donc aujourd'hui, j'aurais aimé, c'est ce que j'allais dire, j'aurais aimé que Abbassi Madani puisse... Alors nous allons prendre Karim Tabou avant que nous le perdions de nouveau et puis je vous donnerai le mot de la fin. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Nous étions en train de parler de la disparition de Cheikh Abbassi Madani, Rabbi Rahmou.
Rabbi Rahmou Youssa Ali, toutes mes condoléances à sa famille, à ses enfants, et puis mes condoléances à notre pays. Hein. À chaque moment, on perd des repères importants de la vie politique, mais également de la vie révolutionnaire de ce pays. Abbassi Madani est un homme qui a passé 22 années de sa vie sous les geôles du colonialisme, pendant la Révolution et après l'indépendance. 22 années qui sont parties enfermées dans une prison, interdit d'avoir une vie politique, une vie sociale, une vie familiale normale. Et ça a dû laisser des traumatismes très profonds, autant sur lui, Rabbi Rahmou, que pour ses enfants, mais également auprès de tous ceux qui ont cru à ses idées, qui ont partagé avec lui le combat, qui ont partagé avec lui un parcours pendant la Révolution, avant la Révolution et après. Et je pense qu'en ce moment, nous avons besoin de regarder vers notre passé avec toute la fierté d'un passé révolutionnaire, d'un pays qui a su, malgré les difficultés, relever tous ces défis. Et aujourd'hui, Abbassi Madani est décédé à un moment où l'Algérie vit un renouveau important. J'espère que tous les sacrifices de tous ces hommes et de femmes qui ont perdu leur vie, sinon une partie de leur vie, pour ce pays, ne soit pas parti comme ça gratuitement, et que tout cela soit abouti à la mise en place d'un vrai processus démocratique qui va restituer aux Algériens leur droit de décider par eux-mêmes de leur présent et de leur avenir. Merci Karim Tabou, au plaisir de vous revoir. Nazim Taleb, le mot de la fin. Oui, bon, j'ai suivi avec attention ce qui vient d'être dit. À mon avis, au risque de me répéter, j'ai pas envie que dans 20 ans ou 30 ans, quand on se retrouve sur le même plateau pour dire que peut-être aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec cette tendance où on accuse, on va dire, les Kabyles et maintenant on met en opposition les Kabyles et les Arabes, d'entendre 30 ans et on va dire oui, les Arabes ils ont une responsabilité et les Kabyles ils ont une autre responsabilité dans la violence. Les choses vont aller dans la violence. Ce qu'il faut dire, c'est que malgré nos différences, peu importe nos différences, elles se règlent sur l'arène politique. Et les responsabilités se déterminent dans un état de droit, avec une justice indépendante. Donc aujourd'hui, ce qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est que notre ligne directrice, c'est l'Algérie. Restons unis contre ce régime militaire. On veut une Algérie libre. Vous savez, je suis parti en Algérie et les gens parlent politique à côté de la Grande Poste. Avec Karim Tabou, on est resté à côté d'un café et les gens se sont réunis. Et c'était un moment de bonheur qu'on puisse parler librement avec les gens tout autour de politique. Ça, c'est un acquis formidable. Et il ne faut pas que les Algériens, sous aucun prétexte, qu'on les divise, hada arbi, hada qabaili, hada islami, hada marxi, il faut absolument refuser ça. Ce genre de choses se règlent dans les bureaux de vote. Mais maintenant, restons unis. Notre objectif, c'est un État civil où le militaire regagne ses casernes et nous laisse vivre. Merci Nazim Taleb. Merci. Si je puis me permettre, oui, mais très vite. Mais il faut nous parler de notre passé pour le régler. Bien sûr. Il faut parler de notre passé pour le régler. Parce que mais ça nous unira. Oui, voilà. Merci Brahim Youssi. Dans un état libre. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Nazim. C'est le passé qui détermine le présent et qui éclaire l'avenir. Merci Araf Azzi, merci Nazim Taleb, merci à tous nos amis qui nous ont parlé. Nous avons parlé aujourd'hui de la disparition de Cheikh Abbassi Madani Rabbi Rahmou. Qu'on soit d'accord avec son projet de société ou non, force est de lui reconnaître cette constance dans les idées, cet engagement depuis son très jeune âge pour la cause nationale, son engagement dès les premières heures de la Révolution aux côtés de l'ALN et dès les premières semaines de la Révolution où il a été emprisonné jusqu'à l'indépendance. Il a passé 7 ans de prison dans les geôles coloniales. Puis après l'indépendance,
force est de lui reconnaître, qu'on soit d'accord ou non avec lui, cette constance pour ses valeurs qu'il prônait en tout pacifisme. Et je tiens à rappeler une chose, pour tous ces jeunes qui parlent aujourd'hui de choses dont ils ne savent que la propagande qu'on leur a assimilée, que Abbasi Madani a été emprisonné avant que la violence n'éclate, avant, et qu'il n'a été relâché qu'après que la violence ait été cessée. Par Bouteflika d'ailleurs. Il a été relâché du temps de Bouteflika, ce que les gens ne savent pas. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui disent « il a appelé à la violence », c'est faux. Un jour que le président Zaroual avait envoyé des émissaires lui parler pour lui demander, lui, Ali Belhaj, de lancer depuis leur prison un appel à la cessation de la violence, ils ont répondu simplement. Ils ont dit « oui, nous on veut bien, mais on ne sait même pas ce qui se passe. Nous sommes au secret. Nous n'avons droit ni à la radio, ni à la presse, ni de recevoir nos familles. » Il faut rappeler qu'ils ne recevaient pas leurs familles pendant tout le temps qu'ils sont restés en prison. Et qu'ils ont même demandé, ils ont dit aux émissaires du président, oui, laissez-nous sortir 15 jours, laissez-nous recevoir les gens pour qu'ils nous informent de ce qui se passe. Et après cela, soit nous lançons, si nous sommes convaincus, nous lançons un appel à l'arrêt de la violence, soit nous retournons en prison. Eh bien, on ne les a pas laissés sortir de prison. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. La couverture sur le décès de Cheikh Abbasi Madani continue. Merci à vous de nous avoir suivis.